à démarrer. Nickel. Salut Christian. Je pense il doit être peut-être dans les transports. Il a coupé son micro. Mais en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ce soir parmi nous. Et je pense qu'on va commencer, hein. S'il y a des personnes qui arrivent, ils prendront le fil de la réunion au cours, enfin en cours, et voilà. Donc aujourd'hui, comme on s'était convenu la semaine dernière, nous allons parler de la création d'un large language model en français. Euh, modèle, grand modèle de langage. C'est vrai que c'est pas trop pratique en français. C'est quoi un grand modèle de langage? C'est quoi un large language model? C'est tout simplement un modèle qui va générer du texte. Tout part de là, hein, parce que, pour rappel, il y a plusieurs IA génératives. Ce qu'on dit IA générative, ça veut dire que c'est une IA qui va créer du texte, qui va créer des images, qui va créer de la vidéo, qui va créer voilà, du contenu. C'est pour ça qu'on parle d'IA générative, euh, contrairement à d'autres IA qui va par exemple reconnaître des formes. On va reconnaître des images, des chats, des chiens, des véhicules. Euh, Là, ici, en l'occurrence, on parle d'IA générative. Donc, pardon, je me remets juste là, hop. Donc, pour ce soir, ma présentation va s'articuler sur 3 points, 4 points, même 5 points. On va commencer par une petite introduction sur les anciens modèles. Donc, d'où partons? D'où est-ce qu'on part? Quel est le point de départ de, de l'IA générative? Donc, du travail sur ce qu'on appelle du Natural Language Processing, du traitement de texte en français. Donc, on va partir, on va voir ensemble les bases, les points de départ de tous les travaux sur la, le Natural Language Processing, le traitement des textes. Donc, dans ce cadre, on va passer en revue un certain nombre de modèles. Donc, Word2Vec, Back of Word, je reviendrai dessus plus tard dans la présentation. Dans une deuxième grosse partie, on va parler de ce qui va être très important pendant cette présentation, c'est ce qu'on appelle l'architecture transformer. C'est ça la révolution des modèles d'IA. C'est ça qui a créé tout l'engouement que vous voyez aujourd'hui derrière l'IA. Tout part de ce qu'on appelle une architecture transformer qui a été publiée par des chercheurs de Google en 2017. En l'occurrence, c'est Vashfani dans un papier de 2017. Donc, tout part de là, en fait, hein, parce que c'est une révolution, parce que vous verrez plus tard, je vous dirai pourquoi c'est une révolution technologique. Et après, on va aussi voir, dans une troisième partie, comment entraîner une IA générative, comment, par exemple, comment, par exemple, l'IA va générer du texte. En l'occurrence, ici, hein, c'est ce qui va nous intéresser, c'est de générer, montrer, voir comment une IA génère du texte. Mais il faut aussi savoir que une IA peut générer des images et de la vidéo. Et enfin, on verra les défis qui vont avec l'IA. Par exemple, les défis concernant les données, les défis concernant l'écologie. L'IA consomme beaucoup d'énergie, hein. Voilà, je ne vous cache pas. On va rediscuter de tout ça en cours de présentation. Voilà, on va voir les anciens modèles. Parmi les anciens modèles, il y a deux grands modèles. Le premier, c'est Back of Word. Donc, les premiers travaux remontent aux années 50 et 60. Et c'est un modèle très simple. Ici, on va s'intéresser aux mots. Donc, on va représenter un document, par exemple un document, sous forme d'une liste de mots. Je prends un exemple concret. Ça va être un mémoire ou un rapport ou, je ne sais pas, un livre. Il va être représenté sous forme de mots.
Donc, c'est un modèle, voilà, simple qui convient aux applications de traitement de texte, comme par exemple le filtrage de spam. Alors, j'explique. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est juste le mot. Je mange une banane. Donc, euh, si on considère que cette phrase, je mange une banane, c'est un document, on va mettre cette phrase-là dans ce qu'on appelle un vecteur et on va attribuer à chaque mot, je mange une banane, on va l'attribuer un code, en l'occurrence 1 ou 0. On verra plus tard, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Voilà. Mais voilà, c'est un modèle simple et il faut quand même que je rappelle la limitation. Et par contre, comme il est simple, il ne va pas tenir compte du contexte. Par exemple, si je dis j'ai besoin d'un avocat dans une procédure au tribunal et je dis je mange un avocat, il ne saura pas faire la différence entre mes deux phrases. Il ne saura pas que dans un premier temps, je parle d'un avocat qui est plutôt un professionnel de la justice versus l'avocat qui est plutôt un fruit. Ici, il ne va pas prendre en compte le contexte. Donc, comme vous pouvez le voir, les mots sont représentés sous forme de booléens, de deux booléens, en l'occurrence, c'est des entiers, 1 ou 0. Pour rappel, en informatique, on traite la donnée sous forme binaire. Et les binaires, c'est deux représentations, 0 ou 1. L'ordinateur, il fait des calculs binaires. Il représente tout ce qu'on lui donne, les images, le texte, la vidéo, euh, tout ce qu'on produit à l'ordinateur, il le traite sous forme binaire, donc sous forme de suite euh, de chiffres. C'est une suite de chiffres constituée de 0 et de 1. En l'occurrence, ici, vous avez la phrase: le chat mange une souris. La souris court vite, le chien aboie fort. Vous voyez là, on a trois documents. Il va les représenter dans une matrice avec les 0 et les 1. Vous voyez que ici, c'est vraiment trop simple. Il ne cherche pas à comprendre la relation entre les mots. Le chat, il mange une souris. Il ne cherche même pas à savoir que le chat est lié à souris. Le chat, voilà, chasse des souris. Non, il ne s'intéresse pas à ça. On représente juste par 1, 0, 1, 0. Donc ici, on voit que l'ordre des mots est perdu. Il va juste s'intéresser à la fréquence des mots. Par exemple, ici, vous voyez bien le chat et châleux, ça a la même représentation. Vous voyez bien ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, le chat, donc le chat, si on le représente dans la matrice, ça fait 1, 1, le chat 1, 1. Et par exemple, le châleux, ça fait 1, 1. Châleux n'a aucun sens, si vous voulez. Voilà, châleux, aucun sens. Donc lui, il ne va pas être capable de se rendre compte de ça, en fait. Il va juste dire, dans son raisonnement, il va juste considérer que le chat et châleux, c'est la même chose. Pourtant, c'est faux, ça Hmm. n'a aucun sens. C'est ça, en fait, hein, pas de relation syntaxique. Donc, on voit chien mort homme, homme mort chien. Ça n'a, voilà, pour lui, c'est la même chose. Voilà, là, c'est des limites importantes de ce modèle. Il est trop simple. Voilà, il va juste capturer les mots et pas les relations entre les mots. Et ici, par exemple, il y a une grosse autre limite, c'est le fait de la grande dimension. Vous voyez là, j'ai juste mis trois phrases, trois documents. Imaginez qu'on veut représenter un document comme la Bible. Enfin, franchement, je tire un coup de chapeau pour celui qui va aller représenter la Bible dans une matrice comme celle-ci. Vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et peut-être malheureusement pour pas grand-chose, pour un résultat médiocre. Donc, vous voyez, plus le vocabulaire est grand, plus la matrice est énorme et difficile à gérer. Comment on va gérer tous les mots qui existent dans la Bible dans une matrice? Là, on est limité. Donc, après ça, on a le modèle Word2Vec. David, Oui,
Dans le chat, il y a Chris qui demande qui décide du codage. Qui décide du codage? 0-1. Alors, le codage 0,1, c'est ce qu'on appelle l'assembleur. L'assembleur, c'est quoi? L'assembleur, c'est un programme qui est entre nous, ce qu'on lui donne comme instruction, et, et l'ordinateur qui exécute les instructions qu'on lui donne. Par exemple, si on demande à un ordinateur d'afficher le chiffre 10, donc je prends par exemple en Python, on va écrire l'instruction print x et on va affecter à x la valeur 10. Donc, lorsqu'il va prendre l'instruction afficher print affiche x, il va avoir recours à l'assembleur. L'assembleur, c'est un programme qui va traduire mon instruction que j'ai écrite en Python, print x. Il va traduire ça en un langage que l'ordinateur comprend. Donc, il va traduire ça en une série de 0, 1 que l'ordinateur comprend. Donc, voilà généralement comment ça se passe. On écrit un, un code dans un langage de programmation. Ça peut être du Python, ça peut être du C, du C++, du Java, du PHP. Ensuite, on exécute cette instruction. Lorsqu'on exécute l'instruction, il va aller voir l'assembleur. L'assembleur va ensuite traduire les codes, ces instructions qu'on lui a données, en un langage que l'ordinateur reconnaît. Et à partir de ce moment-là, l'ordinateur va pouvoir savoir que X, c'est 10. Et comme ça, il va pouvoir faire les calculs, quoi. Il va pouvoir multiplier 10 par 2 ou afficher 10. Donc, parfait. J'ai vu que Chris avait envoyé un post. Nickel. N'hésitez pas à poser des questions. C'est un plaisir pour moi de répondre. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif, hein. L'objectif, c'est que vous posez le maximum de questions. Vous n'êtes pas informaticien, vous n'êtes pas des spécialistes de l'IA, vous êtes chacun dans son domaine bien précis. L'objectif, c'est que vous compreniez. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc, à la suite des modèles back of word qu'on a vu, limités par l'absence de prise en compte du contexte, des mots, hein, de la relation entre les mots, et aussi le fait qu'on est limité dans la dimension, est apparu, les travaux, on a vu suite à- aux limites de back of word, les travaux de l'équipe de Mikolov 2013. Mikolov 2013, c'est un papier, encore une fois de plus, qui, euh, Mikolov 2013, il travaille pour Google. Voilà. Et il va donc proposer le modèle Word2Vec. Word2Vec va au-delà de Back of Word dans le sens où il va prendre en compte les relations entre les mots. Donc, lorsqu'on va dire le chat mange une souris, il va être capable d'associer chat à souris, ce que ne faisait pas Back of Word. Donc, il va savoir que à chaque fois qu'on va écrire chat, il y a potentiellement un lien avec souris. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Donc, à chaque fois qu'on dit chat, il va associer chat à souris. Chat, il va associer chat à miaule. Chat, il va associer chat à chaton. Chat, il va associer chat à carnivore. Donc, il va faire des similarités, il va mettre des relations entre les mots d'une phrase. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la mesure de similarité. Le modèle va permettre de mesurer. Donc, les mots qui sont similaires, il va les regrouper ensemble. Par exemple, on va prendre les fruits. Donc, orange, papaye, mangue, kiwi, grenade. Ils vont être proches. Donc, on parle ici de représentation vectorielle. Comme tout à l'heure, on a vu, c'est une matrice. Une matrice, c'est voilà, c'est un ensemble de vecteurs. Donc, dans la représentation vectorielle, on a des dimensions.
Nous, les êtres humains, on raisonne en dimension 2, x, y, et on réussit aussi à aller en dimension 3, en 3D, mais au-delà, on n'arrive pas. Par contre, l'ordinateur, lui, il arrive à aller au-delà des dimensions 3. Rappelez-vous, pour ceux qui ont fait les stats et l'économétrie, euh, on avait un cours intitulé l'analyse de données. Et lorsqu'on faisait l'analyse de données, on avait souvent un problème de dimension on avait un problème de dimension dans certains cas, dans certains exercices. La dimension, pourquoi la dimension? Parce qu'on avait un certain nombre de colonnes, de features, de caractéristiques. Par exemple, je ne sais pas si vous voulez étudier pourquoi les gens achètent de la glace et que vous avez, je ne sais pas, 50 variables pour expliquer pourquoi les gens achètent de la glace. C'est sûr que parmi vos 50 variables, il y a peut-être certaines variables qui ne sont pas importantes. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup en analyse de données. Et pour répondre à cette question sur la dimensionnalité en analyse de données, d'ailleurs, ça s'appelle la malédiction de la dimension, on utilise euh, le PCA, le Principal Component Analysis, analyse en composante principale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement réduire le nombre de composantes à, à, à une valeur réduite, en fait, hein. On va passer de 50 variables je sais pas, à 50 variables, ça veut dire 50 dimensions, à 2 dimensions, par exemple, tout simplement. Donc, on va récupérer les dimensions les plus importantes. Donc, David, Oui, donc si je comprends bien, ce modèle, ce qu'il a en plus, c'est qu'il a comme une arborescence où il a tous les termes qui sont liés, exactement. ce qui n'est pas le cas du premier. Tout à fait. D'accord. Exactement ça. Merci. Donc, Merci. il va regrouper tout ce qui se ressemble ensemble. D'accord. Donc, Merci. par exemple, si on parle de maison, il va mettre maison, appartement, chambre, garage, fenêtre, porte. Tout ça, ça va être dans une dimension. Il va les regrouper ensemble. D'accord. Pareil, on parle d'économie, il va regrouper tous les thèmes d'économie ensemble. On parle de culture, tout ce qui va être culture, il va les mettre ensemble. D'agro-industrie, je sais pas, d'IA, d'espace, de sol, d'exploitation pétrolière. Il va tout simplement créer des sous-ensembles, des ensembles dans lesquels euh, les mots, les objets se Ouais. ressemblent, sont similaires, tout simplement. D'accord. Merci. Mais par contre, la limite de ce modèle, c'est le fait que il va pas pouvoir être capable de comprendre les phrases complexes, les phrases longues, par exemple. Donc, lui, il fait des relations, mais à partir du moment où tu lui donnes une phrase longue, on verra d'ailleurs, il va avoir du mal à comprendre à savoir ce dont il est question. Donc, on voit ici qu'il prend en compte les relations entre les mots grâce à un réseau de neurones artificiels peu profond. Je reviendrai sur le réseau de neurones plus tard, hein. Euh, donc, il a deux variantes, continuous back of word. Comme je vous disais, il va être capable de prédire un mot à partir de son contexte. Donc, il va être capable d'associer chat à souris. Vous voyez? Avec la phrase le chat mange une souris. Donc, il apprend à prédire mange en fonction des mots le chat, une souris. Donc, quand il voit le chat, une souris, il va mettre mange. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne le mot. Ou quand il voit le chat, il associe chat à souris. Et dans la seconde variante, donc il fait l'inverse, il prédit le contexte en fonction d'un mot donné. Par exemple, on lui donne le chat. Donc quand il a chat, il associe chat à souris. Il associe chat à chaton. Il associe chat à carnivore, même s'il mangeait les croquettes, hein. Donc, comme je disais, les mots sont projetés dans un espace multidimensionnel. Donc, c'est des vecteurs, voilà, plusieurs dimensions. On voit, il associe roi. Roi, c'est un homme. Donc, roi, c'est un homme.
Et reine, il va associer reine à une femme. Vous voyez? C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est les similarités. Donc, on va poursuivre. Hop. Hop. Voilà. Donc, les limites des anciens modèles. Les anciens modèles, on a dit que c'était back of word et word to vec. Donc, ils sont incapables de capturer le contexte. Donc, ils font des associations. Word to vec qui fait des associations, mais ils ne capturent pas le contexte. Le contexte ici, c'est par exemple, il a cassé la basse en jouant. Il a cassé la basse en jouant. Voilà, c'est vrai que c'est clair que pour le modèle back of word, la question ne se pose pas parce que lui, il ne fait pas du tout les relations entre les mots. Par contre, au word to vec, il aura du mal à associer basse. Est-ce que c'est la basse qui est l'instrument musical ou est-ce que basse, c'est plutôt l'atténuation de l'intensité, l'adjectif ici. Donc, ces anciens modèles sont incapables. Basse, est-ce qu'il considère que c'est un adjectif de faible intensité ou alors c'est l'instrument de musique? Et du coup, il est incapable de comprendre le contexte dans lequel est prononcée cette phrase. Autre limitation. Hop. Donc, on a des représentations statiques. Hein. Donc, représentation statique. On a par exemple ici, cet avocat est très cher. J'ai consulté un avocat pour mon dossier. Là, c'est vraiment statique. Il ne va pas comprendre la nuance. Cet avocat est très cher. Est-ce que c'est le fruit? Est-ce que c'est le professionnel juridique? J'ai consulté un avocat pour mon dossier. Il ne va pas comprendre les nuances. Et pour comprendre les nuances, il faut faire les relations entre les mots. Et faire la relation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut associer les mots entre eux dans un sens et dans l'autre sens pour mieux cerner le contexte. Donc là, par exemple, un ancien modèle avec une représentation statique attribuerait le même sens au mot avocat dans les deux phrases. Donc, il ne va pas être capable de distinguer s'il s'agit d'un fruit ou d'un professionnel de droit. Et pareil, les relations complexes, on parlait de relations complexes dans le cadre de Word2Vec comme limitation. Si on dit par exemple ici, la sœur du mari de Julie est arrivée, bah lui, Word2Vec, il va être perdu complètement. Il ne saura pas si on parle de la belle-sœur ou tout simplement de Julie. Donc, il va dire la sœur de Julie est arrivée. Si on lui pose la question qui est arrivé, il va dire la sœur, sans plus. Ou alors il va dire Julie. Mais non, non, c'est pas Julie, c'est la belle-sœur de Julie. Et d'où apparaît un jour de 2017 le papier de Vachfani, Vachfani, voilà, de Google de 2017 qui s'appelle Attention is all you need, qui met en place l'architecture Transformer et qui permet de prendre en compte le contexte, l'attention. Donc, la limite qu'on a vue dans les anciens modèles Back of Word et Word2Vec est ici dépassée par les travaux de Vachfani qui implémente l'architecture Transformer. Donc, c'est vraiment la naissance de l'IA générative, ce papier de 2017. Parce que le papier introduit le concept d'attention, de contexte. Donc, ce qu'il fait ici, c'est qu'il va, dans une phrase, le chat mange une souris, il va attribuer des poids aux mots. Donc, chaque mot aura un poids. Et plus le poids est important, plus le mot a du sens dans la phrase. Donc, le chat mange une souris, il va
attribuer un poids élevé au mot chat. Et pareil, il va attribuer un poids élevé au mot souris en disant dans cette phrase, les mots les plus importants, c'est chat, souris et à la limite mange. Ou alors on peut faire une phrase plus longue. Le chat mange une souris ce matin. Le chat mange une souris ce matin. À la limite, ce matin, il peut oublier ce matin. Donc, il va attribuer un poids faible. Mais par contre, lui, ce qui est important dans cette phrase, c'est chat, souris, mange. Chat, mange, souris. Donc, voilà comment il va comprendre cette phrase. Donc, quand tu vas lui donner, par exemple, euh, tu vas lui donner le texte, tu vas lui donner le mot chat, le chat, il va être capable de te dire en génération, tu vas lui dire le chat, génère-moi la suite du chat, il va te mettre le chat mange une souris. Ou alors il va être capable de te dire le chat chasse une souris. Parce qu'il réussit à mettre des poids sur des mots et à partir de ce moment-là, il sait que quand il voit chat, il doit faire le lien avec souris. Et comme il doit faire le lien entre souris, il sait aussi que une phrase, c'est sujet, verbe, complément, parce qu'on lui a appris que la phrase, c'est la construction d'une phrase, c'est sujet, verbe, complément. Je reviendrai dessus, on en parlera. Donc, quand il va voir chat, il sait qu'il va associer chat à souris, mais par contre, il faut qu'il construise une phrase cohérente. Donc, il faut qu'il dise le chat, le sujet, le verbe mange une souris. Ou alors, le chat chasse une souris. Voilà la révolution de l'IA générative, surtout l'IA générative de texte, hein. Comme j'ai dit, il y a plusieurs IA génératives, il y a l'image et la vidéo. Et là, par exemple, c'est du texte. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu le prix Nobel. Euh, Peut-être que dans les années à venir, il aura son prix Nobel. Sachant que en 2024, le prix Nobel de physique a été attribué aux, aux chercheurs qui ont mis en place un autre modèle d'IA générative qu'on appelle euh, le modèle de diffusion. Le modèle de diffusion, c'est le modèle qui permet de générer de l'image. Et ce modèle vient du monde de la physique. Comme d'habitude, les physiciens, ils sont nombreux à, à donner des outils au monde de la recherche. Enfin, comme d'habitude, ils fournissent beaucoup de recherches, beaucoup de modèles de recherche, enfin, beaucoup de solutions à des problématiques qu'on trouve dans d'autres domaines et qu'on n'a pas forcément la solution. Par exemple, la finance, vous connaissez, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait finance, mais il y a un modèle très connu en finance qui s'appelle le modèle de Black and Scholes et Merton. C'est tout simplement les équations différentielles, la résolution d'équations différentielles. La solution est venue du monde de la physique. Les physiciens, ils étaient en avance dessus. Et les financiers, ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Et un jour, je pense que c'était sur le campus de Stanford, euh, les mecs sont allés jouer ensemble au tennis. Enfin, un physicien et un financier. Et le financier, il a dit au physicien, oh, j'arrive pas à résoudre l'équation différentielle, j'arrive pas, je comprends pas. Et le physicien lui a dit, bah, nous, on a la solution. Nous, ça fait des années qu'on travaille dessus, on a la solution, voilà ce qu'il faut faire. Et le mec, c'est comme ça qu'il a réussi à mettre au point le modèle de Black and Scholes Merton. D'ailleurs, ils ont eu le prix Nobel. Même si le physicien, lui qui avait montré la solution, lui n'a pas eu le prix Nobel. Bon, bref, c'est le monde de la recherche. Mais pour dire que la physique, les gars, ils sont super avancés dans des modèles. Ils font des modèles, ils simulent des tourbillons, je sais pas, ils simulent des modèles de chaos. Ils sont très avancés dessus. Et ces modèles je sais pas, de chaos, voilà, vont servir dans d'autres domaines. Donc, en aval, vont servir en finance, je sais pas, en intelligence artificielle pour générer, par exemple, l'image. Donc, je vous ai mis le papier, hein, papier très important pour celui qui veut s'intéresser
à la recherche ou l'histoire de l'intelligence artificielle, vous allez tout le temps entendre le nom de ce papier qui revient, Vashfani 2017. Attention is all you need. L'attention est tout ce que vous avez besoin. Donc, comme j'ai dit, il met l'attention sur chaque mot. Les mots, ils n'ont pas le même poids. Il y a des mots qui sont plus importants que d'autres. Euh, Par exemple, je mange, je mange pas parce que ça fait des jours que j'ai pas mangé. Je mange parce que j'ai faim. Je mange parce que j'ai faim. Donc, lui, ce qui va être important pour lui, c'est je mange, j'ai faim. Je mange, j'ai faim. Je mange, j'ai faim. Il va faire des liaisons comme ça et il va mettre des poids sur des mots. Donc, une fois de plus, de chez Google, hein. Voilà. La recherche a été très prolifique chez Google. Euh, donc, Google Brent, le laboratoire Google Brent, Google Recherche, Université de Toronto. Hop. Voici l'architecture qu'il a mis en place. C'est un peu. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être. On ne comprend pas trop. C'est quoi ces histoires-là? Output and betting, multi-ad attention. Euh, alors, comment expliquer cette architecture? Donc, l'architecture est constituée de deux blocs. Il y a ce qu'on appelle un bloc encodeur, là, tout à gauche, là, le petit bout à gauche, ici. Input, la partie input, encodeur. Donc, ça, c'est le premier bloc. Et le deuxième bloc, c'est décodeur. Je vais essayer d'expliquer sans trop rentrer dans les détails. Parce que ici, il y a quand même du calcul matriciel, euh, du calcul matriciel et du réseau de neurones. Je vais quand même essayer d'expliquer pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Je ne sais pas s'il y a une question dans le chat. Je vais peut-être regarder avant qu'on attaque cette partie. Pourquoi 2017, c'est déjà ce qu'on avait sur nos claviers? Non, clavier de smartphone, par exemple, je veux dire. Euh, 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 oui et non, Christian. Oui et non, parce que, parce que, parce qu'en fait, comme j'ai dit, le plus important pour lui, c'est l'attention. Il va mettre un poids pour chaque mot. Donc, quand il met un poids pour chaque mot, ça veut dire qu'il est capable de construire une phrase. Donc, j'ai faim. S'il voit par exemple j'ai faim, il va être capable de dire il faut manger. Donc, si tu as faim, il va, il va, il va, il va être capable de dire il faut manger, de construire il faut manger. Le clavier n'est pas capable de nous dire que voilà, de répondre il faut manger. Parce que ici, l'objectif, c'est quand même qu'il génère du texte. N'oubliez pas, n'oubliez pas que notre objectif, c'est qu'il génère du texte. On lui donne une phrase. euh, euh, 1 plus 1 égale à combien? Il doit être capable de répondre. Ou alors, j'ai froid, euh, qu'est-ce que je fais? J'ai froid, qu'est-ce que je fais? Donc, lui, il doit être capable de répondre à ça. Or, dans le clavier, non, le clavier, il va juste proposer des mots, mais il ne peut pas construire une phrase. Il ne peut pas construire une phrase cohérente, par exemple, en nous disant, si tu as froid, il faut que tu prennes une couverture ou tu te mettes au chaud. Voilà la révolution. Voilà, c'est pour ça que c'est une révolution, parce qu'il va être capable de construire une phrase avec le contexte. Voilà, en ayant en tête le contexte. Donc, on va essayer d'expliquer. Ici, l'architecture transformer. Deux blocs, input-output. Je vais prendre un exemple. La phrase l'eau bout à 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés. Donc, lui, on va lui donner un bout.
on va lui donner un premier bout. Le premier bout, ça va être le bout. Le bout. Et on va cacher le reste de la phrase. Donc, lui, il doit être capable de trouver la suite, en fait, de générer la suite de cette phrase. Le bout, il est capable de dire à 100 degrés. Donc, comment il fait? Comme je vous ai dit, le bout, donc lui, il y a deux mots importants. Au bout, il va les mettre des poids maximales. Il va mettre, si l'échelle c'est sur 1 ou sur 100, il va par exemple mettre à haut, il va mettre 96, bout, il va mettre 94, et à L apostrophe, il va mettre, je ne sais pas, 2. 2. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez l'exemple, le bout, L apostrophe, il met 2%, O, il met 94, et, euh, et à bout, voilà, non, mais il faut que le total fasse 100. Donc, s'il met 2% à L, il va mettre, je ne sais pas, il va mettre 50, 50% à O, ça fait 52. Et le reste, à bout, il va mettre 48. Comme ça, le total fait 100. Donc, dans cette phrase, les mots les plus importants où il y a l'attention, son attention va être posée, va être portée sur le mot au et sur le mot bout. Ils ont 52% de poids et 48% de poids. C'est élevé par rapport à L apostrophe. Lui, il n'a que 2%. Donc, lui, il peut oublier. Il ne va pas considérer L apostrophe. Ce qui va être important pour lui, c'est au et bout. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le premier bloc, c'est l'input. Donc, c'est ce qu'on va lui donner. On va lui donner au bout. Donc, quand il va recevoir cet input-là, il va faire du calcul matriciel. Il va faire du calcul matriciel, c'est tout simplement, il va représenter les mots, le bout, il va les représenter dans une matrice, comme on a vu tout à l'heure là. D'ailleurs, je vais essayer de revenir, je vais essayer de vous montrer plutôt un autre papier ici. Comme ça, vous allez mieux comprendre cette représentation. Je vais arrêter le partage et je vais repartager un autre document qui va être plus parlant, où on va voir les calculs, sans trop rentrer dans les détails, hein, voilà. Mais il faut quand même que vous voyez, l'objectif, c'est que vous voyez ce qui se passe quand même. Alors, où est? Il est ici. Il est ici. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je vais partager à nouveau. Comme ça, vous allez voir. Hop. Partager. C'est lui, ici. Ah. Donc, pour l'input, la partie input, donc on lui donne une input, on lui donne une phrase, le bout, il doit être capable de générer à 100 degrés. Donc, ce n'est pas le même exemple qu'il utilise ici, mais juste pour que vous compreniez. Donc, lui, il prend comme exemple, when you play the Game of Thrones, you win or you die. Donc, dans cette phrase-là, on a l'input, la partie input, c'est when you play the Game of Thrones, donc la première partie. Ça, c'est l'input, c'est ce qu'on lui donne. Et le modèle, il doit être capable de générer you win or you die. Voilà. Quand tu joues à Game of Thrones, tu gagnes ou tu meurs. Donc, lui, il doit être capable de générer tu gagnes ou tu meurs. Donc, on lui donne juste quand tu joues à Game of Thrones, et le modèle, il doit prédire tu joues, tu gagnes ou tu meurs. Donc, il va prendre la première partie là. Quand tu joues à Game of Thrones, il va transformer, euh, ces mots-là. Il va les donner des indices. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, l'ordinateur, il comprend que les 0 et les 1. 0 et 1, 0 et 1, 0 et 1. Donc, c'est la partie input embedding. Donc, c'est la partie encodage, l'encodage des mots.
Donc, vous comprenez, vous allez souvent entendre parler d'embedding, de token. Token, c'est un mot qui a été encodé. Encodé, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mot qui a été transformé sous forme numérique. Donc, c'est la représentation numérique d'un mot, d'un texte. C'est ce qu'il fait ici, là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, mais vous voyez ici, vous avez le mot when. Oui, le mot when. Le mot when, il est représenté sous forme d'un vecteur. Vous voyez? Il y a un vecteur avec dans l'intervalle 0,1. Voilà. Donc, il représente comme ça des mots sous forme de vecteur. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mots qui sont similaires, ils vont avoir à peu près le même vecteur. Je ne sais pas si vous suivez l'intuition. Donc, il fait ces transformations-là. Donc, c'est l'embedding, la phase d'embedding. Pardon. Donc, ça, c'est les formules. Hein. Il utilise des formules pour faire de l'embedding. Donc, on a ce qu'on appelle un input embedding. Il représente les mots sous forme de matrice. Après l'input embedding, on a le positional embedding. C'est ce qu'il fait ici. Le positional embedding, il utilise une formule. En l'occurrence, c'est cette formule-là, sinus, cosinus. Et une fois qu'il a transformé notre input, quand tu joues à Game of Thrones, il a transformé en embedding. Hein. Donc, il va avoir cette matrice. Donc, il a cette matrice. Donc, voici la matrice finale. Hein. Il les a concaténées. Il va calculer la tension. Donc, il va calculer la tension. Donc, calculer la tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la phrase, quand tu joues à Game of Thrones, il doit comprendre quels sont les mots les plus importants. Il doit mettre où est-ce qu'il focalise son attention, où est-ce qu'il met son attention quand tu joues à Game of Thrones. Donc, ici, je pense que les mots les plus importants pour lui, ça va être joue Game of Thrones. Joue Game of Thrones. Voilà, il va mettre un petit poids. Quand tu joues A, il va mettre un petit poids. Par contre, à joue, il va mettre un grand poids. 40, je sais pas, 45 ou je sais pas, 37. Game of Thrones, il va mettre un grand poids autour de 40, 42. Donc, il calcule la tension. Le calcul de la tension, c'est tout simplement le calcul matriciel. Ici, il multiplie les matrices. Hein. K, Q, QK. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, puis je ne vais pas trop vous perdre. Mais sachez que ici, il va faire du calcul matriciel. Et calcul matriciel, il va, il va, il va passer, il va normaliser en fait, il va normaliser scale. Il va avoir un coefficient de normalisation parce qu'il ne faut pas que euh, les, 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 les- les chiffres qui sont dans les cellules explosent, soient grands. Il faut que ces chiffres-là restent petits pour qu'ils puissent bien apprendre. Reste petit, ça veut dire quoi? Il reste dans l'intervalle entre 0 et 1. Il ne faut pas que ça explose. Donc, du coup, ici, il y a ce qu'on appelle softmax. Softmax, c'est une fonction qui permet tout simplement de retourner des probabilités. Donc, parmi les mots qu'on a vus euh, quand tu joues à Game of Thrones, il va donc récupérer, comme j'ai dit, les poids des mots les plus importants. Et donc, les probabilités, ça veut dire quoi? Les probabilités des mots les plus importants pour lui, c'est quoi? C'est joue Game of Thrones. Donc, c'est ce qu'il va faire ici. Donc, avec la fonction softmax, il va récupérer les mots les plus importants. Joue Game of Thrones. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'attention ici. Donc, lui, il va juste focaliser son attention sur les mots les plus importants. Après, il fait du calcul matriciel. Je vous passe les détails. Il multiplie les matrices. Il les transpose. Vous voyez, c'est la partie
Je vais remettre l'architecture ici. Je ne sais pas si je peux mettre ça. Je ne sais pas si je peux mettre ce. Pour pas trop passer de gauche à droite. Je ne sais pas si vous voyez mon. Pour rester sur le même onglet là. Je ne sais pas si je peux faire comme ça. Comme ça m'évite de partager, d'arrêter, partager à chaque fois. Et ah non, oh non, je peux pas. Ok. En tout cas, donc du coup, il faut que je partage ici pour que vous voyez à chaque fois l'architecture. Euh, en tout cas, ça, c'est la première partie input de l'architecture. Je vais vous remontrer, je vais arrêter et vous remontrer vite fait l'architecture pour que vous voyez. Je vais repartager. Donc, partager ici, là. Je vais remontrer ici. Hop. Voilà. Donc, ici, vous voyez l'architecture. Ici, input, on a le multi-head, l'attention. Donc, c'est la première partie. C'est cette partie-là qui calcule ou il calcule la multiplication des matrices. Ensuite, il fait le calcul des probabilités avec softmax. Donc, c'est cette partie-là, multi-head. Ensuite, il y a add, add et norm. Add norm, ça veut tout simplement dire que il va rajouter une fois de plus la matrice des input and betting. Donc, pourquoi il fait ça? Pourquoi il rajoute cette matrice? C'est tout simplement pour que le modèle n'oublie pas les mots les plus importants, pour qu'il reste pour qu'il garde en tête les mots les plus importants. Il garde son attention sur les mots les plus importants. C'est pourquoi il va ajouter ici cette information-là du début. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez add norm, add norm, add norm. Partout où vous voyez add norm, c'est parce que lorsqu'il fait des transformations matricielles, il peut perdre l'information. Et comme on ne veut pas qu'il perde l'information, euh, on va récupérer les sorties matricielles, mais à chaque fois, on va ajouter l'information de base, initiale. On lui dit les mots les plus importants, c'est joue Game of Thrones. Joue Game of Thrones. Quand tu fais tes calculs matriciels, tu finis de faire tes calculs matriciels, sache que le mot le plus important, c'est joue Game of Thrones. C'est pour ça que vous voyez à chaque fois ad nom, ad nom, ad nom, ad nom. Et, et par la suite, on a en bleu feed forward. C'est quoi un feed forward? Un feed forward, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est tout simplement un modèle. Je ne sais pas si j'ai un graphique là pour vous montrer vite fait. Oh, j'ai pas. Ah si, voilà. J'ai quelque chose. Je vais vous montrer ça. Un réseau de neurones, c'est tout simplement des couches. Voilà, c'est un réseau qui fonctionne comme un cerveau. Donc, il y a des entrées. Il prend une information en entrée, un signal, et il effectue il retourne quelque chose en sortie. Quelque chose, ça peut être quoi? Ça peut être un nombre, ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Donc, par contre, tout le processus euh, de comment est-ce qu'il fait pour retourner cette sortie-là, euh, voilà, on va essayer de comprendre. C'est ça qui fait toute la complexité du réseau de neurones. C'est ça qui fait sa particularité. Et pourquoi, effectivement, c'est une révolution par rapport aussi aux anciens modèles qu'on avait, hein, nos modèles de régression linéaire ou de régression multiple. Qu'est-ce qui fait la particularité d'un réseau de neurones? Un réseau de neurones, c'est parce que sa particularité, c'est qu'il va avoir plusieurs couches. Plusieurs couches. Donc, déjà, on va partir de la base. Je vais essayer d'expliquer calmement. Le réseau de neurones, là, il va prendre une information en entrée. Donc, il va prendre en entrée joue Game of Thrones. Joue Game of Thrones. Ça a été transformé en vecteur.
Donc, c'est un vecteur et le vecteur, c'est représenté sous forme de bits 0, 1, binaire. C'est le langage que comprend la machine. Donc, à partir de ce moment-là, il a une matrice. Donc, il a une matrice ici. La matrice ici, c'est X, qui a été issue des transformations des calculs matriciels auxquels on a rajouté la tension pour lui dire que n'oublie pas, rappelle-toi toujours que les mots les plus importants, c'est joue Game of Thrones. Donc, ça, c'est la variable X. C'est notre matrice. Les poids, W, c'est les poids et B, c'est le biais. Ça, c'est un modèle de régression linéaire simple. C'est pour ça qu'on dit c'est une couche linéaire. Linéaire layer, c'est une couche linéaire. Donc, un réseau de neurones, voilà, c'est une couche linéaire. C'est une équation d'un modèle de régression linéaire, si vous voulez. Et les poids, je pense que vous avez souvent beaucoup entendu on parler des poids des modèles d'IA. C'est quoi les poids? C'est quoi les poids? C'est quoi les poids? C'est quoi les poids? Les poids vont être très importants dans un modèle d'IA parce que le poids va permettre de prédire la sortie du modèle. C'est comme, par exemple, lorsqu'on fait la régression linéaire, on cherche les coefficients. Donc, on ajuste une droite de régression. Et donc, on va trouver les coefficients qui permettent d'avoir l'erreur la plus petite possible. Donc, ça, c'est soit c'est le R carré. Le R carré, c'est l'explicabilité du modèle. Soit c'est du du RMSE, Road Mean Square Error. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Racine carrée des moindres, racine, racine carrée des erreurs. Bref, en fait, c'est la mesure de la performance, de la qualité d'un modèle. Donc, soit on utilise en régression, on utilise soit le R2, soit le Road Mean Square Error, soit le Mean Absolute Error, l'erreur absolue, absolue moyenne. Voilà. Donc, ici, les poids, c'est vraiment les coefficients qui vont permettre d'avoir l'erreur absolue la plus faible possible, oui. Donc, en l'occurrence, quand on va vous dire qu'un modèle, il est performant, il donne des résultats satisfaisants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, l'erreur que fait le modèle est très faible. C'est de l'ordre de 0,0001. Vous voyez que si vous avez un modèle où l'erreur est très faible, vous êtes le roi du jackpot. Vous êtes content. Vous vous dites que votre modèle, il marche super bien. Donc, Ouais. ici, David, oui, je me permets juste de signaler que et quand je regarde le temps passé, je me dis peut-être que vu la richesse du contenu, peut-être on envisagerait deux sessions ah oui, sur le langage. Parce que déjà, il y a déjà Chris qui vient de partir et et Derek Derek. qui est déjà parti également. Donc je pense qu'ils étaient aussi intéressés. Donc OK. éventuellement, pour ne pas trop tirer, et vu qu'il nous reste 3 minutes, peut-être envisager un peu la conclusion et dire dans le groupe qu'on fera et peut-être en deux parties. Oui, tout à fait. Je pense que j'avais pensé un tout petit peu à ça parce que 1 heure, c'était un tout petit peu limite pour pouvoir expliquer à la fois la théorie et la pratique. Sachant que j'ai aussi préparé une partie code, donc une partie code où on devait voir ensemble, où on voit ensemble comment le modèle génère des mots ou enfin des phrases ou des mots. Donc, effectivement, tu fais bien d'intervenir. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, sachant que la prochaine fois, on va revenir sur le modèle, le réseau de neurones, parce que c'est important. Et une fois qu'on aura expliqué le modèle de le réseau de neurones, on aura un tout petit peu fini avec la théorie. Et dans une deuxième partie, enfin, on va terminer par un exemple pratique où on voit comment le modèle, on lui donne des données, il s'entraîne sur les données et il réussit et il prédit le texte, tout simplement. Donc, D'accord. je vais m'arrêter là ce soir. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, de pouvoir
vulgariser, démystifier l'IA. Et ce soir, c'était un sujet passionnant. D'ailleurs, c'est la partie 1. Comme je viens de le dire, on va revenir euh, la semaine prochaine. Voilà, histoire de finir avec cette partie et de passer à autre chose après. On va revenir la semaine prochaine ou alors on peut discuter dans le chat pour terminer la deuxième partie de cette intervention sur la création d'un grand langage de modèle. Merci, je vous souhaite une excellente soirée et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, ça me fera un plaisir. Juste une question pour moi, David, Oui. sur les papiers. En fait, je voulais savoir, les papiers que tu nous partages là, est-ce que ce sont des articles que tu as mentionnés ou alors c'est d'autres documents? Parce que tu as parlé de l'article, notamment de Vazani à plusieurs reprises. Est-ce que là, ce qui est à l'écran, là, c'est quoi? C'est un bouquin ou... L'article, en fait, là, ici, c'est juste une ressource qui me permet de présenter le modèle de réseau de neurones, le réseau de neurones. Ça, c'est juste une ressource qui me permet de présenter le réseau de neurones en détail. Parce que tu vois, là, il me donne la droite de régression linéaire. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais D'accord. l'article de Vachfani, d'ailleurs, j'ai mis le lien, je peux vous envoyer, il est en open source. Hein. Voilà, Ouais. c'est un leg de la recherche, comme d'habitude. Donc, vous pouvez le télécharger, vous pouvez aller regarder. Il est en open source. D'ailleurs, il y a aussi le papier de DeepSeek que j'avais préparé. Donc, je vais les mettre des papiers, je vais les mettre comme ça, vous pouvez les télécharger, regarder un tout petit peu et on pourra en discuter s'il y a des choses que vous ne D'accord. comprenez pas. Ok, merci OK? d'avance. Ouais. Voilà. Merci David pour cette richesse-là, elle est incommensurable et il faudrait essayer de valoriser plus ton savoir parce que c'est très pertinent. Si on pourrait élargir, parce que ça devrait quand même nous interroger sur nous, toutes ces innovations-là, quelle est la place, comme je l'ai évoqué hier, Oui. comment l'Afrique va réagir face à toutes ces innovations-là. On a vu cette innovation, cette nouvelle tendance-là, elle est prise le long du corps par et les Américains et les Asiates. Et dès lors que les Européens ont senti qu'ils sont en retard, ils se sont, même s'ils sont, on peut leur reprocher ce qu'ils sont, ils se sont aussi mis en branle derrière et on voit aussi comment ils veulent réagir pour essayer de rester accrochés au wagon qui va très très vite entre les Américains et les Asiates. Et nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? Quelle est notre place dedans? Comment on peut profiter de ça, sachant que effectivement, au niveau de la mobilisation des fonds, on en est très loin et quelle est ce qu'on peut, les orientations qu'on pourrait, les incitations pour bénéficier de ça et ne pas rester derrière comme on a eu à rester derrière sur les innovations des années 90 qui ont poussé la croissance ces 40 dernières années. Donc voilà. Non, mais je pense que c'est important, ce sujet, la place de l'Afrique dans cette compétition liée à l'IA. Je sais qu'il y a pas mal d'initiatives en Afrique qui essayent de faire bouger les choses, mais ça reste très limité. Hein. Il n'y a pas de ressources. L'Afrique, voilà, c'est difficile hein, de s'organiser, mais je pense qu'effectivement, s'il y a possibilité, pourquoi pas? Moi, je suis toujours partant, que ce soit surtout sur les initiatives qui visent à, une fois de plus, à vulgariser, démocratiser l'IA. Les savoirs, la recherche aujourd'hui ouverte. Ce serait dommage, effectivement, que les Africains ne puissent pas profiter. Voilà, bonne soirée à vous et à la semaine Merci. prochaine. Merci, merci. Bonne soirée à vous également. À la semaine prochaine. Merci.